nous avons le plaisir d'accueillir Delphine Nicolas pour initier cette quatrième et dernière session. La recherche doctorale porte sur l'art de vivre en Gaule du Nord, le cas des récipients en métal à l'époque romaine. Ta présentation, c'est celle-ci. Voilà. Merci. Je vais juste le pointeur. Donc, bonjour à tous. Merci pour cette invitation à présenter ma thèse. Donc, effectivement, qui s'intitule L'art de vivre en Gaule du Nord, qui a été étudiée à travers les récipients en métal à l'époque romaine. Qui se déroule au laboratoire ALMA, financé à part égale entre la région Hauts-de-France et l'Université de Lille, et placé sous la direction de Christine Wed van Kovenberg, et donc en co-encadrement avec Benoît Mille. Et alors, le sujet vise à apporter un regard nouveau sur la notion de luxe à travers les récipients en métal d'époque romaine, en se demandant quelles classes sociales ont accès à ces objets, à quel moment leur usage va dépasser l'aspect purement quotidien et pratique pour revêtir un caractère ostentatoire, et puis quelles sont les pratiques de consommation qui entourent ces objets. Alors, cette recherche s'intéresse du coup au statut des récipients. Est-ce qu'il s'agit de récipients luxueux, d'imitation d'objets de luxe, d'objets utilitaires, et également aux pratiques de consommation qui les entourent. Donc pour cela, la Gaule belgique, de la conquête romaine jusqu'à la fin de l'Empire romain, est un terrain intéressant pour l'étude de ces thématiques, où le mobilier découvert ces dernières années est abondant. Donc en 2021, j'avais réalisé un pré-inventaire grâce à une bourse du ministère de la Culture, que vous pouvez voir à l'écran. Et puis, compte tenu de la problématique de l'étude et du temps imparti, il a été nécessaire de réduire le corpus aux seuls objets découverts en contexte. Alors, ça nous amène au point que vous avez ici en gris foncé. Et au terme de cette sélection, donc on a quand même un beau corpus d'environ 950 objets, dont 350 sont archéologiquement complets ou presque. Et donc les récipients dont le contexte a été perdu, eh bien, eux sont utilisés uniquement cette fois pour des points de comparaison. Et concernant la constitution de ce corpus, c'est essentiellement des vases en élage cuivreux, donc à 85% du corpus environ. On a également environ 7% de vases en alliage étain-plomb, et également donc de la vaisselle en argent, les vases en fer étant extrêmement marginaux. Alors, un dépouillement exhaustif, aussi exhaustif que possible, a été réalisé avec les cartes archéologiques, mais également avec les inventaires des musées, des centres de conservation et d'études, et aussi des opérateurs de l'archéologie préventive. Donc, je remercie pour leur aide qui m'a permis quand même de gagner beaucoup de temps, avec un examen autant que possible, un examen direct des objets, à travers une grille de description préalablement mise en place, de manière à avoir des observations systématiques qu'on peut faire rentrer dans une base de données relationnelle, afin de travailler notamment sur le SIG, donc sur la répartition des objets, et également sur un traitement statistique donc à venir sur R. Alors, la méthode pour essayer de tirer le meilleur parti des objets du corpus, la méthode choisie est d'abord de travailler sur les contextes archéologiques qui vont être centraux dans ma thèse, dont l'étude est à mi-chemin aujourd'hui, et également sur les données historiques. Alors, notamment les données épigraphiques à travers les graphites et les noms que l'on peut, qui ont été laissés sur certains vases, avec des comparaisons avec les textes, donc Pétrone, Apicius, etc., les textes antiques, et également graphiques. Donc les données iconographiques. Donc l'objectif de tout cela, c'est d'avoir des données sur les pratiques et les usages de ces récipients, d'étudier aussi le statut social des propriétaires, et en cela les données onomastiques et épigraphiques un peu plus, avec des comparaisons avec d'autres points de l'Empire, donc comme Rome ou encore Pompéi. Alors aussi, pour étudier la question du luxe, au-delà de l'aspect précieux du matériau, c'est également la technique qui va
donner, on va dire, le savoir-faire technique de l'artisan qui va donner une valeur ajoutée à un objet. Et pour cela, il semblait pertinent d'avoir une vision un peu archéométrique de la question à travers des analyses qui ont pu être réalisées au C2RMF en collaboration avec l'UMET, le laboratoire de sciences des matériaux de l'Université de Lille, et également grâce à un mécénat de l'entreprise Nouvelle Agri. Donc l'objectif était d'étudier les traitements thermomécaniques subis par le métal et également d'identifier des pratiques d'atelier et in fine de tenter d'évaluer la valeur ajoutée apportée par le savoir-faire de l'artisan. Alors s'agissant des données archéométriques, donc je vais vous présenter quelques résultats aujourd'hui. Donc pour voir un peu comment ils viennent enrichir cette question du luxe, je voudrais avant ça saluer donc le soutien du C2RMF qui m'a accueilli dans ses locaux, qui m'a formé effectivement à ces questions, avec lesquelles ont été réalisées donc bien sûr les radios que vous voyez à l'écran, les photographies, les prélèvements et les analyses de composition, mais également l'UMET, donc l'Université de Lille, qui m'a accueilli également pour réaliser cette fois toute la partie métallographie avec la mise à disposition d'équipements de pointe et notamment d'un EBSD, dont vous pouvez voir quelques images à l'écran. Alors, avant ça, un petit point méthodologique avant de rentrer vraiment, vous montrer quelques résultats. Concernant la composition, le fait de déterminer la composition élémentaire originelle d'un objet, d'un alliage, ça constitue toujours un challenge à cause de la corrosion. Donc vous pouvez voir sur cette coupe métallographique transversale d'une paroi métallique d'une patère découverte de la nécropole de Marquise, donc dans le Pas-de-Calais. On voit bien ici le problème qui est rencontré avec une corrosion qui va impacter très fortement les surfaces internes et externes de l'objet, avec une décuprification marquée et de manière corollaire comme un enrichissement apparent des surfaces en étain. Alors, le PIX et la XRF sont certes des techniques non invasives donc vis-à-vis des métaux, mais on comprend bien avec cette image les précautions particulières qu'il faut quand même prendre pour aboutir à des résultats qui ne soient pas trop impactés par la corrosion. Alors, l'analyse par ICP-MS, qui nécessite un microforage, par lequel on prélève à l'intérieur de la paroi, permet de s'affranchir de ce problème de corrosion de surface, mais il va quand même impacter l'intégrité de l'objet et porter atteinte du coup à l'intégrité de cet objet. Ce qui fait qu'on a limité les prélèvements ICP-MS au strict minimum et on a privilégié les analyses par PIX, mais en mettant en place un protocole rigoureux de nettoyage par microabrasion de la surface pour tenter d'éliminer au maximum cette couche de corrosion. Alors, nous avons ensuite confronté les résultats obtenus en PIX avec et sans nettoyage avec les résultats ICP-MS et on peut voir sur ces graphiques l'écart parfois non négligeable qui peut exister entre les méthodes PIX et ICP-MS. Donc vous voyez ici une droite qui correspond aux résultats que l'on devrait avoir si les résultats PIX et les prélèvements ICP-MS donnaient des résultats identiques. Et on voit bien effectivement qu'on a une dispersion quand même des valeurs PIX parfois assez importante, avec des teneurs en étain qui sont surestimées parfois fortement, et le plomb en revanche qui se disperse plus ou moins aléatoirement du fait de phénomènes de corrosion. Donc on va retenir de cette image qu'il faut quand même du coup prendre des précautions en utilisant les teneurs mesurées avec les méthodes telles que le PIX ou même encore la XRF pour les bronzes archéologiques. Alors, pour montrer quelques résultats, parmi les objets qui ont fait l'objet d'une étude technologique, certains sont d'une grande qualité. C'est le cas notamment d'objets qui ont été mis au jour au XIXe siècle à Étreux, donc c'est dans l'Aisne, et donc c'était un dépôt en fait avec différents objets en bronze, mais également de la céramique, du verre. Donc manifestement, un dépôt funéraire d'une tombe privilégiée. Alors, on a étudié notamment la cruche de ce dépôt, qui est une cruche qui présente des incrustations d'argent, ce qui est déjà assez rare,
Et le corps est composé donc d'environ 90% de cuivre et 10% d'étain. Alors, ce qui est conforme aux recettes données par Pline l'Ancien dans son Histoire naturelle pour les vases en bronze, et qui est aussi cohérent avec les compositions qu'on connaît pour la vaisselle de Pompéi ou même ailleurs dans l'Empire. L'anse, quant à elle, présente des proportions de cuivre et d'étain similaires, avec un ajout de plomb qui va permettre d'améliorer la coulabilité du métal et lui permettre d'épouser toutes les formes du moule, ce qui va nous donner une anse historiée détaillée de ce type. Et les incrustations sont des incrustations en argent, donc avec 95% d'argent environ, sauf pour les incrustations de la partie supérieure de l'anse, alors qui présente un alliage un peu particulier, puisqu'on voit du cuivre, du plomb, mais aussi de l'étain, de l'or, de l'argent. Donc c'est une composition très particulière et très rare dans l'Antiquité, rattachée directement au luxe, c'est ce qu'on appelle un bronze noir, et qui permet de fabriquer des patines intentionnelles de couleur noire, et qu'on va notamment retrouver sur la statuette de loup du trésor des bronzes de Bavec, qui avait déjà été étudié par Bonomil au C2RMF. Donc on voit ici une composition de grande qualité, avec des compositions, que ce soit pour le bronze ou les incrustations de métaux précieux, qui est très contrôlée. Donc l'intérêt d'étudier cette cruche, c'était aussi de pouvoir le replacer dans une production plus large, puisqu'elle appartient à une forme dont l'origine est placée en Italie au 1er siècle, mais qui a également fait par la suite donner d'autres variantes. Donc une variante qu'on attribue plutôt à un atelier provincial du 1er siècle après Jésus-Christ, et une autre également attribuée à un atelier provincial, plutôt cette fois pour le 2e, 3e siècle. Donc on a radiographié cette cruche, et le corps c'est une cruche dont le corps est en une pièce martelée, avec un soin particulier à apporter au profil de l'anse, de la lèvre qui est creuse. Alors c'est intéressant de la comparer avec d'autres résultats que l'on connaissait pour ce type de cruche, et notamment ici, je vous ai mis une radio d'une autre cruche de même forme conservée au Louvre, et on voit cette fois que là, il y a un assemblage au niveau de l'épaule, donc on a un corps en 2 parties. Alors, c'est pas du tout neutre ce choix technique, puisque le fait de faire un corps assemblé en 2 parties permet de gagner du temps dans la mise en forme et la fabrication, et donc sans doute probablement de faire descendre le prix. Donc on voit encore une fois pour la cruche d'Étreux à la fois le soin qui a été apporté aux matériaux, mais également au procédé de mise en forme, et qui est cohérent avec une production plutôt luxueuse, et cohérent également avec le contexte pressenti de la découverte, donc qui est, je le rappelle, à une tombe privilégiée. Alors, dans ce dépôt, on a également un bassin, donc un grand bassin qui fait une 40aine de centimètres de diamètre, et qui a notamment été intéressant pour la mise en évidence d'une technique jusqu'alors inédite pour la vaisselle en bronze. Donc, pour la comprendre, je vais vous demander de regarder ici, dans cette zone où l'on voit des plages vert foncé, donc qui pourraient à première vue passer pour des plages de corrosion. Sauf qu'en radiographie, on voyait également ces plages, alors cette fois qui apparaissent plutôt blanches, donc manifestement plus épaisses ou plus denses. Et on avait essayé de faire une cartographie dans cette zone pour vérifier la composition, mais apparemment, on n'avait pas trouvé de différence de composition notable. Donc ce qui a été fait, grâce à l'autorisation aussi du musée de Laon, c'est un prélèvement pour métallographie. Donc ce prélèvement, il a été intéressant parce qu'il a déjà, rien qu'en microscope optique, permis de confirmer qu'on avait effectivement une belle surépaisseur dans cette zone-là. Et ensuite, grâce à l'humette, on a pu passer la coupe au microscope électronique à balayage, et on a vu également des différences de structure assez nettes, puisque vous avez dans cette partie épaisse une structure dendritique, c'est-à-dire coulée, brute de fonte. Et puis, on a ici une tôle, cette fois, avec une structure qui est caractéristique d'un métal travaillé par des formations plastiques. Alors, le résultat peut paraître un peu étonnant au premier abord. Et pour mieux comprendre, en fait, ce à quoi on est confronté,
il faut aller voir du côté de la sculpture. Et je vous ai mis ici un exemple qui est le bras d'empereur d'Essonnier, étudié donc également par Benoît Mille, découvert dans les Vosges, et où l'on voit sur la radio le même phénomène. Alors, que s'est-il passé ici? Eh bien, en fait, lorsqu'on réalise une statue, les artisans bronziers dans l'époque antique étaient confrontés à des problèmes de coulée. Donc, ça pouvait être des irrégularités, des lacunes, etc. Alors qu'il fallait bien sûr corriger pour ne pas nuire à l'aspect de l'œuvre. Et cette correction a été faite par l'apport d'une coulée secondaire de bronze qui permettait de combler les lacunes résultant des défauts de fonderie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une réparure. Et le principe devait être le même pour la vaisselle, l'idée étant de combler les défauts par une coulée secondaire de métal. Alors là, ici, les défauts sont plutôt provoqués par le martelage, donc on peut imaginer qu'il y a eu des déchirures qui sont survenues, et l'artisan devait donc découper la tôle endommagée et ensuite combler et dissimuler l'opération par une coulée secondaire de bronze. Alors nous pensons ici que c'est plutôt une réparure et non pas une réparation, donc plutôt une réparure faite dans l'atelier plutôt qu'une réparation qui surviendrait au cours de l'utilisation. D'une part parce qu'il y a extrêmement peu de différence de composition entre la tôle et la partie épaisse coulée, et également par comparaison du coup avec ce qu'on connaît déjà en statuaire. Alors le cas d'Étreux en plus a été dissimulé par un petit stratagème puisque on voit ici des traces de brasure et l'artisan est venu ensuite coller une anse alors qu'il était perdu, mais il y avait une anse qui dissimulait un petit peu ces rustines. Alors d'autres exemples ont pu aussi être repérés dans le corpus. Donc là on a la cruche de Givry ou le bassin des Pierres Jumelles à Cambrai, où on a effectivement le même phénomène, donc qui laisse penser à des réparures. Et donc pour conclure, donc on peut voir effectivement ici un investissement qui est important pour l'artisan dans la fabrication de ce bassin, puisque en cas d'accident, on préfère réparer plutôt que de refondre. Et on voit bien aussi comment l'archéométrie vient conforter et éclairer d'un jour nouveau l'interprétation qu'on peut faire de ce bassin d'Étreux. Et donc je terminerai en concluant que donc on a fait ce travail pour une trentaine d'éléments de mon corpus, et donc ça va vraiment venir enrichir les informations qu'on va pouvoir tirer à la fois de l'onomastique et de l'archéologie. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Delphine. Donc des questions pour Delphine. Oui, César? J'ai une question. Dans les métallographies qu'on fait sur la cruche d'Étreux martelée, oui. Est-ce qu'il y a des traces de tectonite ou pas du tout Alors, c'est vraiment quelque chose qu'on a fait assez récemment. En fait, je n'ai pas encore récupéré toutes les données. Donc, il faut qu'on y regarde. J'ai un rendez-vous la semaine prochaine justement à ce sujet, donc je pourrais te répondre après. Il faut qu'on reprenne. Ouais. Et dans le cas justement de la réparure, la partie qui est martelée autour, vous avez identifié le martelage, j'imagine, par la forme des impuretés ou... Oui, en fait, c'est ça. Il y avait des sulfures qui étaient très étirés, et donc du coup, voilà, c'était... Une question pour Delphine dans la salle. Moi, j'en aurais une qui est très... Ah oui, vas-y, Benoît. Sinon, j'ai une petite question pour que tu donnes un peu des... Parce que là, on fait des analyses par l'ICPMS, ouais. Et aussi là, pour avoir des idées claires sur la teneur en éléments d'alliage, mais ça contribue aussi à documenter les éléments en trace. Et, oui, effectivement, parce que l'idée de l'intérêt de l'ICPMS, c'était aussi d'étudier les éléments traces. Et notamment, on a travaillé sur le nécropole de Marquise, où on avait plusieurs ensembles d'objets dans des tombes. Et on voulait étudier, par exemple, la relation qui existe entre ces objets. Et l'idée, c'est de voir un peu au niveau des éléments traces, mais qui ont l'air pour l'instant assez homogènes quand même. Donc, alors qu'il y a des grandes différences chronologiques entre les objets. C'est ça, c'est un résultat qui va avoir... Oui, discuter. Et comment vous expliquez les différences de teneur, de pourcentage entre les deux approches analytiques, ICP et PIX?
Là, je pense qu'on doit en discuter. C'est encore mais exploratoire. c'est la corrosion, en fait. Oui. C'est un peu de la corrosion. Oui, mais alors donc en fait, de quelle manière on peut récupérer les données anciennes, de quelle manière on peut les exploiter, voilà. Je vais compléter ce que tu as dit, juste pour dire qu'on ne découvre pas que les méthodes de surface sont de l'analyse des ponts anthropologiques compliquées. Par contre, là, ce qui est intéressant dans le cas de la thèse, c'est que pour des raisons d'échantillonnage sur des objets aussi fins, aussi fragiles, on n'a pas pu faire beaucoup de CPMS. Donc, il faut aussi la documentation sur la composition, elle vient en grande partie des analyses descriptives. Mais on a pu faire pas mal de croisements, donc là on a pas mal de statistiques et il faut qu'on revienne sur les résultats qui divergent beaucoup. Parce que dans certains cas, on avait fait les nettoyages préliminaires, mais on ne s'attendait pas à avoir une telle divergence entre ICPMS et PIX. Donc il faut qu'on revienne sur les résultats, qu'on ait un petit peu de temps pour voir si on a des indicateurs dans les spectres PIX. Alors, savoir s'il y a des éléments légers qui nous donneraient des seuils d'éléments légers associés à la corrosion, parce que la corrosion, c'est une décomposition des éléments du sol qui arrivent, etc. Donc, normalement, on doit pouvoir la déceler aussi par d'autres moyens externes, et en gros, des indicateurs qui nous diraient, attention, là, il y a moins de cuivre, il y a des éléments légers. Donc, on l'utilisait, mais peut-être avec des seuils qu'il va falloir revoir. Est-ce que tu imagines qu'il y aura des corrections en fait, qui pourraient être appliquées, ça, une sorte de correction avec ces valeurs Au moins des warnings, pour dire attention, là, c'est qualitatif. Une question pour Delphine, avant de la remercier. Non, merci.